parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Très heureuse de vous retrouver en ce jeudi matin. Le plaisir de vous avoir pour vous aider à mieux comprendre l'actualité. Vous le savez, l'émission est interactive. Vous pouvez interagir au sujet ici développé en nous écrivant au hashtag espace GG si vous êtes plutôt tuto, ou bien nous écrire bien évidemment au numéro que vous connaissez 657 39 13 13 si vous êtes à l'international. Il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif le 00224. Vous pouvez également réagir sur Facebook aux Grandes Gueules Espace TV grâce à Sola Media qui relaie cette émission. Nous nous ferons le plaisir bien évidemment de lire vos différentes réactions si tout va bien dans la deuxième et la troisième partie par notre médiatrice Aïssatou Sané qui sera là pour votre bonheur. Les riverains de l'usine Odave multi-industrie emploient d'énormes problèmes environnementaux. Envolés de poussière, huile de vidange et déchets industriels, ils sont obligés pour l'instant de vivre avec. Le gouvernement qui aurait déjà été saisi de la question tarde à apporter des réponses ce matin. Un des habitants prend la parole chez nous. Elhadji Ibrahima Diallo sera notre invité. Il répondra donc aux questions des grandes gueules. Et puis le réseau des animateurs en langue nationale s'organise mieux. Il a déjà pu se trouver un siège dont l'inauguration est prévue ce samedi ici à Conakry. C'est l'œuvre du nouveau bureau qui compte fédérer tous les professionnels de médias qui informent dans les langues locales. En plus de l'Union, ils comptent accueillir à leur siège des conférences et points de presse comme cela se fait déjà à la Maison de la Presse. Nous parlons de ses ambitions avec le premier secrétaire à l'organisation du Ralan. Banfa Camara sera donc notre invité en ce jeudi matin. Et puis nous parlerons bien évidemment du procès du 28 septembre. Nous parlerons également du dialogue politique comme d'autres sujets bien évidemment viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules pour votre plaisir. Jacques Lebaleno, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour à tous. Bonjour Alassane Sako. Bonjour Djadia, bonjour à toute l'équipe. Tu t'y mets, hein? Oui, on s'y met en même temps. Et moi je vais dire l'autre nom, Alassane Sako. Ça reste d'actualité. C'est Alassane, hein? Parce que j'ai envie de me faire connaître. Il faut passer par Djadia. Tu es connu déjà. Je vais prendre ma pancarte. Tout le monde sait que tu es le muezzin de la maison. Tu sais pourquoi je vais prendre cette pancarte, m'arrêter ici. Il n'y a pas de souci. Allez, Daouda Mohamed, bonjour. Bonjour Djadia, bonjour à tous, bonjour à Hassana. Le petit poussin. On va le couver très bien et bientôt il va dépasser tout le monde ici. Caps, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Yolo, bonjour à tous. Bonjour Mara. Je me suis déjà présenté, non? Bonjour Djadia. Je t'ai pas dit bonjour. Bonjour à tous. Et tu es tout en rose. Et je vois bien que la vie est vraiment en rose pour toi. Mais la vie doit être rose. Dieu continue à embellir ta vie. Qu'il continue à t'embellir. Amin ya Rabbi. En tout cas, merci ça fait plaisir de te voir revenir tous les jours. mais si tu me permets, je ne comprends pas deux catégories de personnes en ce moment en Guinée. Lesquelles? Ces gens-là ont besoin d'un traitement de choc. Je ne sais pas ce qui se passe avec EDG et ses agents. Moussa Hiro, ça fait 2 nuits que je dors dans le noir. Ça fait 2 jours que je dors dans le noir. C'est pas si tu te rappelles la tête que j'affichais ici hier matin. C'est comme si on m'avait battu. 2 jours, on ne sait pas ce qui se passe. Et au même moment, toutes les lampadaires de la ville sont allumées. On n'économise pas le courant. On est en train de gaspiller le courant à longueur de journée. On a l'impression que les lampadaires allumés la journée. Les lampadaires sont allumés de jour, Moussa Hiro. Tu n'as peut-être jamais fait attention à ça. Les lampadaires sont allumés de jour. Moi, je me suis amusé il y a 2 jours à prendre des photos dans différents endroits de la capitale. Les lampadaires que vous voyez dans les quartiers, vous savez, il y avait un autre projet pour ça il y a 3-4 ans. Ces lampadaires-là, partout en tout cas où les ampoules fonctionnent, sont allumées. Ils sont les ampoules incandescentes là. Effectivement. Rouges là, elles consomment. On ne parle pas des artères publiques là, on parle dans les quartiers. Dans les quartiers même c'est allumé. Mais également sur l'autoroute, aussi je suis formel. Sur l'autoroute, dans beaucoup d'endroits, c'est allumé. La dernière fois, j'observais, comment ça s'appelle, au niveau du marché qui longe la route Anko 5.
Là également, vous savez, les petites ampoules LED là, vous savez, il y en a des centaines. Vous savez, on a mis les baraques jusque sur la route. Oui. Passez là le matin, et, par exemple, à 6h ou 8h. Vous avez l'éclairage public qui donne très bien. Mais vous avez des centaines de ces ampoules-là également qui consomment. Et tout le monde, je mettrais n'importe qui au défi de me montrer une facture qui arrive dans ces marchés-là pour ça. Mais au même moment, on gaspille l'électricité publique. Mais au c'est même manque moment, de les gens temps. n'ont pas de courant dans les quartiers. Certains n'en ont pas, d'autres en ont. Bah, je pense qu'il faut savoir gérer cela. C'est comme à l'électricité. À Caporo, ça fait combien de jours il n'y a pas de courant? Mon deuxième coup de gueule, c'est contre quand même les agents du général Bachir. La police routière est en train de faire quoi actuellement? Ils avaient une vieille méthode que tout le monde connaissait, mais ils ont renforcé en capacité. Ils se sont renforcés en technique d'arnaque actuellement sur la route. Gare à vous si vous avez une 4x4. Gare à vous si vous avez une voiture qui est jolie. Tu t'es fait arnaquer? Actuellement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas m'arnaquer, mais pour m'arnaquer, il faudrait bien me surprendre d'abord. Il y a de ces choses, Moussa Hero, quand même. Mais regardez ce qui se passe actuellement. Vous avez des embouteillages qui sont créés par ces agents eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font les matins? Ils ne sévissent pas. Pas forcément eux seuls, hein. Non, je dis... Il y a l'indiscipline aussi. J'ai été clair. Il y a l'indiscipline. Non, Hero, j'ai dit de ces embouteillages. Oui. Et je voulais t'expliquer. Les matins, ils ne font rien. Les matins, parce qu'ils savent que vouloir bloquer un véhicule le matin, ça va créer l'embouteillage, tout le monde va crier. Ils ne font rien. C'est comme après 17h. Ils ne font rien. Mais regardez, sortez sur nos routes à partir de 11h. Amusez-vous entre 11h, 14h, 11h, 15h. Vous partez, vous avez d'ailleurs des artères comme, voyez-vous, Carrefour Ambiance au niveau de Lambagny là. Voyez-vous, Lambagny centre commercial. Voyez les feux rouges de Lambagny. Vous avez des axes comme ça. Ou même à Koza. Qu'est-ce qu'ils font? Vous venez tranquillement, la route est libre et tout. On regarde les véhicules. Ils ne vous sifflent pas. Un agent apparaît subitement devant vous. Vous êtes obligé de freiner comme un fou. Et là, on vous dit... Les grandes gueules. Vous dites, c'est quoi le problème? Ni contrôle. Mais en fait, vous avez tout. La seule chose qui les intéresse, ce sont les billets. Et vous n'êtes pas obligé de donner des billets si vous êtes en règle. Moussa Hero, cherchez. Vous avez vos pièces. Si vous êtes en règle, au-delà de ça, c'est comme quand un auditeur vient dans une entreprise pour auditer. Quand il a envie de vous prendre, il va vous fatiguer. Le policier, il vous fait face. Il va se mettre à citer les dossiers. Moi, j'ai assisté à une scène comme ça. Non, il finit par dire au monsieur, vous êtes en tapette. Vous êtes en tapette, donc vous n'êtes pas dans les règles. Il faut payer quelque chose. Ah oui, c'est pas normal que vous soyez en tapette. Oui, je le sais. En fait, c'est pour vous dire combien de fois. Je te donne le code de la route. Justement. Qui a été promulgué. Mais pour votre sécurité. Il y a 2 ans. Non. C'est une question de sécurité. Non, je vous l'envoie. Non. Ce que la loi n'interdit pas expressement est autorisé. Ce que la loi n'interdit pas expressement est autorisé. Attention. Mais pour ta sécurité, est-ce que tu peux conduire par exemple? Hero, je suis d'accord avec. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais ce que je vous dis, c'est que sur l'ensemble des véhicules qu'ils arrêtent, observez, ils choisissent leurs victimes. Et à cause de cela, vous avez des embouteillages inutiles. À Lambagny, ils ont même leur astuce. Ils ont fait quoi? Ils ont amené des barricades. Aux victimes de connaître leurs droits, aux citoyens d'apprendre et connaître leurs droits, savoir jusqu'où un policier peut aller. Mais justement, vous avez d'abord un agent en face de vous que vous ne pouvez pas identifier, qui ne porte pas des cuissons, qui ne porte rien du tout. Il porte simplement un ami bleu. Il apparaît comme ça devant vous. Souvent, et puis ils le font en bande. Ils arrivent nombreux sur vous. Dès que quelqu'un vous stoppe, vous avez le malheur de vous arrêter, ils font sur vous. Mais il y a pire que ça. C'est ceux-là, il y en a quand même qui se montrent plus courtois et plus polis. Mais eux aussi, c'est quoi? Ils vous font comme ça et comme ça, ce signe. On vous supplie de vous arrêter. Essayez de vous arrêter. C'est pourquoi non, vos enfants sont là. J'ai répondu à l'un d'eux la dernière fois. J'étais tellement choqué. J'ai dit, mes enfants sont à la maison. Et puis j'ai démarré en trompe, je suis parti. Bien. Mais encore une fois, non. Ça n'honore pas une profession. J'ai l'habitude de défendre la police routière. Parce que souvent mal payés, mal entretenus. L'hivernage va arriver, vous allez les voir, ils sont sous la pluie. Par ces temps de chaleur, ils sont sous les intempéries, sous le soleil. Mais ça ne justifie pas ce type de comportement. Il y en a qui sont bons. La dame qui est décédée l'année dernière, ou ce policier qui est au carrefour Koza, à Nongo, ce monsieur grand de taille que tout le monde connaît dans la ville. Quand c'est bien fait, tout le monde va apprécier. Et vous allez voir que ces gens-là, souvent, sont des conducteurs eux-mêmes qui garent, volontairement qui leur donnent de l'argent. Mais il y a de ces gens aujourd'hui qui ont mauvais comportement. Et dès que vous garez, vous baissez vos vitres, on voit votre vie. Allez, lui c'est un patron. Ils font garde à vous, vous passez.
Quand vraiment ils seront dans les meilleures conditions, ils prendront jamais de l'argent qui leur est alloué. Et la solution, la corruption. Non. C'est la corruption. Une seule solution. C'est pourquoi ils prennent de l'argent. La corruption, c'est pas parce que ceux qu'on poursuit aujourd'hui pour 15 milliards, pour 100 milliards, c'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils volent. C'est pas la même chose là. Ah non, mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. Celui Là, qui venir vole donner un à quelqu'un œuf, qui ne voit pas. Celui qui vole un œuf, Ils n'ont pas volé. volera un bœuf. Yero. Celui qui donne là, Yero. lui-même il est passible de poursuite Yero. judiciaire. Yero. Parce que c'est le Absolument. corrupteur et le corrompu. Absolument. La solution. Yero. Voilà, Tu la n'as pas solution. besoin Mieux payé que le qu'on policier termine, là qui est s'il te capitaine plaît. sur la route. La solution, elle est simple. Il faut digitaliser les processus. Il faut faire de sorte que tous les paiements soient centralisés dans une seule caisse. Il faut donner la possibilité aux populations d'aller pouvoir verser là-bas. Et c'est pourquoi il faut remettre les caméras de surveillance. Il faut donner la possibilité de pouvoir filer les voitures. Il faut donner la possibilité de faire de sorte que les gens puissent aller payer de l'argent en ne donnant pas aux agents de sécurité. En le faisant, on contraint les agents à arrêter ces pratiques-là. Mais mieux encore, Madame Hiro, on peut pouvoir prendre de l'argent qu'on accumule là-bas parce que là, il y a une forme de déperdition d'argent. On récupère ça peut permettre d'augmenter le salaire de ces agents-là qui travaillent beaucoup. Et ça permet encore une fois de dire au ministère de faire son travail. Parce que depuis très 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 longtemps, on ne fait qu'à chaque fois citer ça. Quand le ministre Bachir était venu, c'est ce qui se disait. Mais finalement, on voit qu'il n'arrive pas. Tous ces ministres qui viennent ont cette difficulté-là parce que quelque part, ils n'ont pas le courage. Certes, les vieilles habitudes ont la peau dure, mais parce que ceux-là qui viennent là aussi n'ont pas une volonté ferme pour aller pour que ces choses-là puissent arriver. Le coup de gueule, juste un mot. C'est qu'il y a une autre réalité sur ce qui se passe dans la circulation. Oui. Lorsqu'on vous arrête, on vous verbalise. Par exemple, vous avez pris le sens contraire. Vous savez, ils ont des tickets, ils ont des carnets. Non, ces verbalisations qui se font, on ne doit pas leur donner l'argent. Voilà, ils ont des reçus. On ne doit pas leur payer de l'argent. Ils ont des reçus qu'ils portent sur eux. Il y a les infractions. Vous avez 150 000, vous avez 100 000, 120 000, vous avez 250 000, ainsi de suite. C'est échelonné. Maintenant, on vous prend par exemple, on peut cocher devant 100 000. On coche devant 100 000. On vous dit, vous êtes verbalisé à 250 000. Oui. Vous êtes verbalisé à 250 000. Vous payez les 250 000. On vous coupe le reçu. Si vous n'êtes pas attentif, vous allez vous retrouver que c'est coché devant 100 000. Ça se passe dans sur votre reçu, c'est coché devant 100 000, sur la case de 100 000. Oui. Mais on vous a demandé, on vous a dit que votre forfaiture. C'est-à-dire les 150 000 sont pour le policier. Et vous allez payer les 100 000. Vous allez payer vous payez les 250 000, mais on coche devant la case de 100 000. Plusieurs citoyens s'en sont plaints. Ça se passe à Matam, ça se passe à Matoto, ça se passe à Bonfim, ça se passe partout. Voilà pourquoi parce qu'ils ont souvent affaire, souvent ce sont des motards. Souvent ce sont des motards taxi-moto qui sont interceptés dans la circulation et savent pas, pour la plupart, ne savent pas lire. Donc on vous dit, vous êtes verbalisé à 100 000, ils vont cocher devant 50 000, vous payez les 100 000, on vous donne le reçu, vous allez avec, et puis voilà. Bien, les camarades se font berner, hein? Ça arrive. Sans transition, hein, Jacques Lévaleno, on va aller avec le procès du 28 septembre. Suite des auditions des parties civiles. Hier, on a suivi ce témoignage pathétique de cette dame, victime. Pratiquement, il faut dire que c'est la deuxième partie civile qui intervient à visage découvert. Il y a d'abord ce monsieur qui a ouvert le bal et qui a parlé justement de la mort de son petit frère au stade du 28 septembre. Ça, c'était à visage découvert. Il a pu faire une description des faits de la journée et surtout ce qui s'est passé entre lui et son petit frère jusqu'à ce qu'il perde la vie. L'autre chose qui était marquante, c'est que jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas où se trouve le corps de son fils, de son petit frère. Certainement, il ferait partie de ce groupe de personnes, donc de victimes qui sont aujourd'hui portées disparues. Après, on est entré dans la phase de huis clos parce qu'il s'agissait de femmes, nous apprenait-on, qui devraient venir parler de, comment on appelle ça, de viol, en tout cas des cas de viol. Arrivé donc à la journée d'hier, déjà il faut rappeler qu'il y a eu un temps assez long. Il y a eu des constats. Le capitaine Dadis se serait absenté plusieurs fois.
Et certains avocats ont demandé à ce qu'ils soient dans la salle pour pouvoir écouter les différentes victimes qui se présentent pour en tout cas raconter ce qu'elles ont vécu. Il y a dit qui aurait chopé une maladie, donc on parle au niveau des pieds. On n'a pas d'éléments précis là-dessus. Non, il s'est ébouillanté. Voilà, donc c'était ébouillanté les pieds et ça avait tendance à s'infecter et donc il ne sauf pouvait qu'on pas ne sait pas comment c'est arrivé. Voilà. Non, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment c'est arrivé. Non, des avocats quand même nous ont confirmé effectivement qu'il s'était brûlé. Voilà. Vous savez, c'est des gens qui ne sont pas habitués à certaines conditions de vie eux-mêmes. Vous imaginez, aujourd'hui c'est toi-même qui dois aller bouillir ton eau, c'est toi-même qui dois faire ceci, cela. Tout pour toi. La vie, c'est quand même des leçons de vie. Ces gens-là, ils n'étaient pas habitués à ces conditions de vie. Donc c'est difficile. Donc finalement, il est venu dans la salle. Il a coïncidé donc à la comparution de Madame Mariam. Je crois que c'est comme ça on l'appelle, celle qui a accepté de parler à visage découvert. Hier, il y a quand même beaucoup de déclarations qui ont été faites, notamment le fait qu'elle ne figure pas sur la liste produite par le CHU Donka, parce qu'au lendemain des événements, il avait été demandé à travers le ministère de la Santé à la direction de l'hôpital national Donka de fournir la liste des victimes par catégorie, les morts, les blessés et puis les personnes violées. Il y a donc 5 femmes qui ont été mentionnées dans ce document qui est parvenu donc au niveau du parquet de Dixine, et cette liste se trouve donc avec toutes les parties. La dame ne se trouverait donc pas sur la liste, je crois elle-même elle l'a dit, mais on peut aussi comprendre qu'au lendemain de ces événements, il y a beaucoup qui après peut-être ont quitté le pays. Parce qu'elle, il y a des années qu'elle parle, je me souviens qu'elle a témoigné dans plusieurs médias et c'est jamais tu. Et du côté du Sénégal, les gens sont allés plusieurs fois la rencontrer. Et l'autre chose, c'est de nous apprendre qu'il y a une femme qui a voulu s'identifier à cette photo qui a circulé sur le net, comme si c'était elle. Et puis elle est partie à Dakar. D'après sa déclaration hier, la dame était partie pour arranger ses papiers et donc s'offrir un voyage à l'étranger. Avec cette photo, la même photo qui a été présentée hier comme étant celle de Mariam qui parlait hier. Mariam dit donc c'est elle qui a empêché que... c'est Fatoumata ou Mariam? Fatoumata Bari. Fatoumata Bari. Donc c'est elle qui a donc empêché que cette dame ne puisse voyager avec cette photo. Avec sa photo. Parce que la photo n'est pas encore authentifiée. La dame dit que c'est elle qui est sur la photo. Et donc, c'est comme si n'importe quelle femme pouvait dire à l'époque c'est moi pour obtenir. Et puis, ça arrive souvent dans les cas de demande d'asile. Ça arrive souvent. Les gens se servent de demande d'asile et elle a bloqué ça. Et puis, l'autre chose, c'est ce qu'elle dit avoir vu. Elle a cité les noms des personnes qui ont déjà été citées. C'est Marcel Guilabogui, c'est comment on appelle ça, Toumba Diakité, Toumba qui est venu les sauver, et puis Aïdorba. Mais surtout, Mathurin, elle n'a pas ajouté Bangoura, elle a dit Mathurin, je préfère m'en tenir à ça. Voilà. Après, la question lui a été posée, mais on a dit que Mathurin, officiellement, était en France le 28 septembre. Comment vous avez pu le voir au même moment au stade du 28 septembre? Elle dit, en tout cas, moi, je l'ai vu. Elle était en lunettes claires, sauf si c'est son jumeau, mais je l'ai vu. Il fait partie des gens qui auraient giflé d'autres personnes là-bas. Il y a donc aujourd'hui matière à continuer davantage à écouter, parce qu'il faut dire que du côté des personnes accusées, il y a celles qui ont été renvoyées devant la chambre de jugement. Il y a d'autres qui sont cités et dont on a demandé la comparution qui ne sont pas encore passées. Je pense par exemple au général Mathurin, au général Sekouba Konaté, et puis beaucoup d'autres ici à Conakry. Il y a quelques-uns qui ont été arrêtés et qui ont été conduits à la maison centrale. Il y a d'autres qui ne sont pas encore arrêtés, mais on a demandé, n'est-ce pas, leur comparution. Mais déjà, on est avec les victimes. On va attendre jusqu'à ce que ça aille au bout pour voir l'autre étape de cette procédure. Bien. Alors, vous avez également suivi, Alassane Sako, vous avez suivi, vous avez certainement dû écouter cette dame, c'était osé, parce que pratiquement toutes les autres, la peur de la stigmatisation, ont décidé de témoigner à huis clos pour ne pas être vues par les caméras, parler à la télé comme celle qui a fait ce qu'elle a fait hier.
Elle a demandé, parce qu'il faut le rappeler, depuis le début de ce procès, moi je me dis que les Guinéens, beaucoup sont allés vite en besoin. C'est nouveau tout ça. C'est qu'il fallait attendre peut-être cette étape pour comprendre mieux comment fonctionne notre appareil judiciaire à un tel degré de criminalité ou de criminologie. Alors, pour le cas précis de Fatmata, celle qui a comparu hier à visage découvert, il faut rappeler que c'est son droit. C'est elle qui a fait la demande. Oui. Et il n'y a pas à poser la question pourquoi elle le fait, les autres n'ont pas fait. On n'a pas les mêmes sensibilités en ce qui concerne parler de soi, de soi-même. Donc, au-delà de tout, moi je me dis, elle a eu à citer des noms. Citer des noms. Est-ce qu'aujourd'hui, l'instruction ou l'intervention de ces personnes-là doit être imminente? C'est la question. Mais de l'autre côté... c'est au tribunal d'en juger. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est imminent? C'est au tribunal d'en juger, mais en même temps, ça ne devrait pas être un problème pour elle qui décide de parler. Parce que quand on a subi ce qui s'est passé, quoique on n'est pas à l'étape des jugements ou de la finalité de ce procès, mais quand on a subi ce qu'on a subi moralement, on se dit cette volonté pour ne plus qu'il y ait encore de tels cas dans notre pays, moi je pense que tout ça, ça doit rester. C'est ce qu'elle a dit, hein? Elle a dit qu'elle le fait à visage découvert parce qu'elle voudrait que cela n'arrive plus. Justement, dans c'est notre pour pays cela et en Afrique. J'emprunte ce chemin. Je me dis, c'est nouveau pour nous. Oui. Il faudrait que plus tard, d'autres qui tenteraient, parce que la Guinée, on sait qu'il y a eu beaucoup d'exactions, mais pour une fois, on essaye de juger un tel crime et qu'il y ait des répondants et qu'il y ait des victimes qui, au moins, décident de parler clairement ce qui s'est passé. Je pense qu'on doit tenir compte. Quoique hier, on a vu dans les sorties d'un des avocats de la défense qui disait que par rapport à ce que la dame dit concernant Toumba qui les a sauvés des mains des Marcel et autres, que cette dernière vivait. Est-ce que c'était sa copine ou bien une concubine à Toumba? Mais Maître Béa l'a dit hier dans une de ses sorties que lui, personnellement, il n'est pas étonné de la position de la dame par rapport à Toumba Diakité, qui est on va dire, entre griffes, le principal accusé dans cette affaire des massacres du 28 septembre. Alors, l'un des principaux accusés. L'un des, mais bon, on essaie de le replacer au départ de ce procès. Moi, je me dis, on doit regarder, écouter. Nous sommes dans la procédure, mais aussi ne pas tirer très vite les conclusions. La dame, en plus, ça devrait nous servir de leçon, mais en même temps, dissuader ceux qui s'illustrent dans de tels événements. Alors, Caps, vous avez également suivi cette actualité et cet incident qui a été créé surtout par l'une des questions d'un des avocats. Il y a eu cette petite dispute, si je peux me permettre, entre le président qui était ferme, qui ne voulait pas vraiment qu'on touche trop la sensibilité de la vie privée de la dame. Après cet incident, évidemment, le procès a suivi son cours normal. Oui, mais justement, moi je veux d'abord commencer, si vous le permettez, par d'abord saluer le courage de cette dame-là. Il faut se dire qu'on sortait pratiquement de 1 mois où les audiences étaient privées et que la dame, elle décide elle-même de prendre publiquement la parole et de pouvoir révéler tous ces faits-là. Elle le dit, qu'elle vient d'une famille très compliquée et que même les gens de sa famille seraient étonnés de la voir passer à la télé. Et mais qu'elle le ferait parce que tout simplement, elle veut donner, elle veut que cette pratique puisse cesser. C'est pour encourager, parce qu'on a toujours dit ici, des questions liées au viol, vous en savez beaucoup plus que moi, qu'on encourage toujours les personnes victimes à oser prendre la parole pour dénoncer ces faits. Ça encouragerait d'autres à parler et finalement on pourra aller vers la solution de ce phénomène, de ce problème-là. Donc que cette dame ait le courage de prendre la parole pour dire ces choses-là, il faut saluer ce courage-là et dire que d'autres personnes également après elle pourront avoir le courage de briser le silence et de pouvoir parler. Maintenant qu'elle s'est prêtée à cet exercice-là de pouvoir publiquement prendre la parole et pouvoir le dire, on a vu cet avocat-là, je crois c'est Maître
Maître Bérété, qui lui posait des questions, qui voulait toucher quelque part à la vie privée de la dame, qui, le président du tribunal l'arrêtait tout de suite pour dire non, on ne peut pas continuer. Toutes les fois où ça a été fait dans ce tribunal-là, on a arrêté la personne et on l'a recadré, mais finalement, il ne se comprenait pas parce que l'avocat disait que ces questions étaient complémentaires. Il fallait que la dame réponde à cette question pour que finalement, il puisse venir à la suite de ces questions-là qui découlaient de la première question qui était la question principale. Alors, le président dit que si c'est comme cela, il préfère ne plus parler, donc il préfère se taire, mais malgré l'envie de se taire, de ne pas continuer, il voulait quand même mordicus défendre le fait que c'était son droit de poser des questions et de pouvoir aller au bout de ça. Et c'est justement là où le président du tribunal a voulu lui recadrer, parce que c'est son rôle aussi, quand il estime que quelqu'un est en train de dévier, est en train de sortir du cadre, de le ramener justement dans le cadre, comme Toumba aime à le dire, à le ramener dans la salle. Donc je pense qu'il était un peu inscrit dans cette logique. Maintenant, après voir que les avocats, le pool d'avocats de Dadis, etc., qui est conduit par Joachimé, qui disent que finalement on veut se retirer, on décide de se retirer. Ils ont été solidaires à l'acte de Joachimé. Oui, justement, ils ont été solidaires à cet acte-là pour dire finalement on y va. Moi, je veux dire une chose aujourd'hui, on est dans quelque chose de nouveau dans notre pays. Des fois, il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. Il y a des propos qui sont tenus là-bas. Il y a des choses qu'on peut dire là-bas qui peuvent nuire à la sensibilité de beaucoup de personnes. Il y a des choses qui peuvent même venir à la révolte d'autres personnes. Donc, il est important de pouvoir cadrer les propos. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous pour une seule chose, la manifestation de la vérité vis-à-vis de cette situation-là. Mais il faut quand même révéler une chose, que la dame a eu un très très grand courage hier. Très grand courage en dénonçant, en affirmant que le général Mathurin y était pour dire que je l'ai vu, il a même giflé, je crois, ma cousine, pendant qu'au même moment, l'avocat le révélait que ce dernier était du côté de la France. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont faciles à découvrir, c'est des choses qui sont faciles à vérifier, parce que les documents de voyage existent, l'ambassade de France existe, on peut aller fouiller dans les archives de l'ambassade de France pour se rendre compte si c'est vrai ou pas. Maintenant, si on se rend compte qu'effectivement, au travers des archives de l'ambassade, par exemple, que ce monsieur n'était pas du côté de la France, en ce moment-là, on peut dire on peut accorder beaucoup plus de crédit à ce que la dame est en train de dire. Oui. Donc aujourd'hui, encore une fois, il faut aller fouiller, il faut s'intéresser à ces possibilités qui existent, de pouvoir savoir est-ce que c'est vrai ou pousser les enquêtes justement allant dans ce sens-là. Je pense que l'un dans l'autre aujourd'hui, on est tous pour une seule chose, la manifestation de la vérité. Mais on voit quand même qu'au fur et à mesure que le procès avance, il y a des surprises, il y a de nouvelles choses qui arrivent auxquelles on ne s'attendait pas. Si au début, tout le monde, la plupart et l'opinion publique pensait que le plus grand coupable était Toumba. Depuis les premières heures à la sortie de Toumba, l'opinion, la perception a commencé à changer. Et beaucoup de doutes ont commencé à se creuser aujourd'hui dans la tête. Et c'est des questionnements. Finalement, on se dit, c'est quoi la vérité dans tout ça? Il faut attendre, il faut prendre patience et l'avenir nous le dira. La fin, c'est pas pour demain. Allez-y, Daouda Mohamed. Effectivement, la fin, c'est pas pour demain. Mais moi, je reste encore toujours un peu prudent sur le déroulement de ce procès. Parce que aujourd'hui, il y a une certaine sympathie qui naît en chacun selon les intervenants, selon les accusés, selon les victimes. Aujourd'hui, on a vu cette vague de solidarité à Toumba Diakité quand il est sorti avec ses prises de position, ses références, ainsi de suite. Ensuite, on a vu les Marcel qui sont venus, les Dadis qui sont venus. Chacun est venu avec sa stratégie de séduction de l'opinion nationale et peut-être internationale. Mais puisque tout cela ne constitue pas de matière pour la conviction du juge, il y a lieu quand même d'être encore prudent. Parce que ça s'est passé le 28 septembre 2009. Il y a eu des victimes réelles. Mais cela ne veut pas aussi dire qu'il n'y a pas eu de victimes fictives. Des victimes créées et inventées qui se retrouvent là. Et rien n'est exclu. Au cours de ce procès. Au cours de ce procès. Qui, depuis d'ailleurs la procédure, il y a lieu de se poser la question, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des viols, il y a eu des violences, il y a eu des tueries, des assassinats et autres, mais
est-ce qu'il y a tous ceux qui se réclament victimes, sont-ils vraiment des victimes réelles ou des victimes fabriquées? Parce que parfois, quand vous écoutez certaines communications, vous voyez une certaine, je vais dire, un certain film qui se déroule comme si tout a été bien dessiné, tout a été bien écrit, bien récité, bien révisé, donc bien réalisé. Ça, c'est peut-être selon votre entendement. Mais c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai dit. De toute évidence, ça pourrait être un film. J'ai dit parfois, vous avez l'impression. Vous savez, la communication, elle est très difficile, mais parfois, elle est très facile à comprendre. Lorsque vous regardez attentivement quelqu'un qui s'exprime, vous avez parfois la chance de comprendre est-ce que ce que la personne est en train de raconter, est-ce de la réalité, est-ce de la fiction? Parce qu'il y a tout cela aujourd'hui. Daouda, je te rappelle qu'il y a des gens qui réussissent à fausser les détecteurs de mensonges. J'ai dit vous avez les chances. J'ai dit vous avez les chances. Alors, donc, aujourd'hui, moi, je reste encore très prudent parce que quand j'ai écouté, par exemple, hier, Dame Fatoumata Bari, j'ai eu les larmes aux yeux. On était au bureau ensemble. Hein. Oui. Par moments, je ne voulais même pas regarder. Parce que la description, la présentation des faits, ça amène à susciter en nous une certaine pitié. Mais par moments, je me suis posé la question, est-ce que tout ce qu'elle décrit, si tout cela s'avérait, est-ce que ça n'a pas eu d'effet mental sur elle? Mais elle l'a dit, hein? Et lorsque cela arrive, il y a lieu de prendre avec pincette certaines déclarations et aller à la vérification. Comme il l'a dit d'ailleurs, elle parle d'un certain Mathurin qui serait venu au stade avec des lunettes claires et qui aurait giflé. Comme Jacques le disait, elle n'a pas ajouté Bangoura, donc on ne sait pas. J'ai dit un certain. J'ai dit un certain. J'ai dit un certain. C'est juste pour appuyer en fait. Un certain Mathurin serait venu, aurait giflé même sa cousine. Elle dit qu'elle connaît Marcel. Que Marcel était effectivement au stade. Marcel aurait d'ailleurs dit nous allons vous exterminer. Il lui a été posé la question de savoir est-ce que vous connaissiez Marcel avant? La réponse que j'ai entendue, on est né à Conakry ici, on a grandi ici, donc on sait ce qui se passe. Cela suffit-il vraiment pour soutenir qu'elle connaît Marcel avant le stade du 28 septembre? Ce sont des interrogations. Et voilà un peu les éléments qui sous-tendent un peu ma prudence à commenter davantage les différentes sorties en ce procès. Bien. Il y a des criminels manipulateurs, il y a des innocents qui ne savent pas parler. Mohamed Mara, vous avez également suivi l'intervention de cette dame, toute la procédure, ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas suivi? Pas hier. Oui. J'étais en studio jusqu'à midi et après on avait des cas ici à régler. Vous savez, après les émissions, on a pas mal de citoyens qui nous attendent pour tel ou tel dossier. Donc non, je n'ai malheureusement pas pu parce que jusqu'à 14h j'étais là-dessus. Après je reviens, je trouve que c'est suspendu, les audiences étaient suspendues, donc la journée s'est enchaînée. J'avoue que je n'ai pas suivi, mais je reste sur un principe, encore une fois, celui de la prudence. Je me suis fait harakiri quand j'ai parlé de Toumba dans ce même studio. J'ai dit que pour moi, je refuse d'avoir des a priori ou de me faire, de m'inventer une vérité jusqu'à la fin de ce procès. J'attends, j'écoute, j'observe et ma prière toujours est que Dieu donne à la fois la sagesse, l'intelligence, mais surtout le discernement aux juges dans cette affaire. C'est surtout ça. Quand vous faites des études de droit ou de criminologie, vous apprenez énormément sur la psychologie des hommes. Surtout, en particulier des psychopathes. Les psychopathes sont généralement doués d'une intelligence hors pair. Et ils sont de grands manipulateurs, généralement. Mais tout part de là. Ouais. C'est comme les escrocs.
On nous explique clairement dans les facultés de droit que les escrocs ont une intelligence au-dessus de la moyenne. Sinon, vous ne pouvez pas être un escroc. C'est pas possible. Ce sont des gens extrêmement doués, les psychopathes, et donc ils peuvent planifier des choses. Et pendant des années, vous pouvez cohabiter, ils vous manipulent, vous vivez vous-même dans la culpabilité. Vous pensez que ce sont eux, parfois, votre victime, que c'est lui votre victime, alors que c'est vous la victime. Donc, et quand c'est comme cela, c'est pour cela que j'en veux particulièrement à la manière dont l'instruction a été menée. Je ne cesserai pas de le dire, Moussa Hiro. Ça, je le dirai jusqu'à la fin de ce procès. Pour moi, la manière dont les enquêtes, l'expertise et tout a été mené autour de ce procès, c'était fait de manière assez cavalière. Je ne peux pas comprendre que pour des crimes aussi graves, aussi odieux, dont nous parlerons jusqu'à la fin de nos vies, ce qui s'est passé là, on continuera d'en parler à nos enfants et à nos petits-enfants pour ne pas que la Guinée revive cela. Je ne peux pas comprendre que des gens, que les auditions s'apparentent à des petites à des historiettes où, vous savez, chaque fois maintenant qu'une fois que quelqu'un témoigne, on ne parle plus de secret de l'instruction, après son témoignage circule et tout, mais on voit de ces questions, pour nous qui sommes journalistes habitués à poser des questions, vous êtes heurtés par la légèreté de la manière dont certaines questions même sont posées. Je dis encore une fois que je n'ai pas compris que 13 ans après, il n'y ait eu le moindre transport judiciaire. Je n'ai pas compris qu'officiellement, aucun charnier... 13 ans après, il n'y a jamais eu de volonté à ce que ce procès se tienne. Mais donc, comprenez-moi. Donc, je dis que je ne comprends pas. Même lors des instructions, oui, on pouvait procéder parce que, vous savez, le mythe dans tout cela, le mythe dans tout ce process-là, c'est les forces communes. Les forces communes. On cite Yimaya Faban. On cite des cimetières de la capitale. Mais je n'ai quand même pas information qu'il y a une fois eu un transport judiciaire sur ces sites. C'est ça le problème, Moussa Hiro. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas eu une réelle volonté. Il a fallu l'arrivée du CNRD pour pouvoir organiser le procès. Moussa Hiro. Le procès est en cours, peut-être qu'un jour on va arriver à cela. Quand Dadis est parti, sous Sekouba, on a eu l'impression qu'on voulait vraiment faire la lumière sur cette histoire. Oui, on a eu l'impression. Sauf que, encore, attendez, les politiques, n'oubliez pas, on est souvent dans les procédures judiciaires où nous observons. Tu es là, généralement, ton ONG accompagne pas mal de choses. Mais tu te rends compte qu'il y a des verrous qui n'existent que dans la tête du magistrat. Il n'a reçu aucun ordre. Personne ne lui a mis une pression. Il se met une pression tout seul parce que dans sa tête, il y a un système qui fait que s'il va dans cette voie, on va lui demander des comptes. Mais là, vous ne pouvez pas dire que c'est la faute à l'État. Il y a des gens, malgré les pressions, malgré l'air hostile, qui font leur job. Il y a des gens qui font leur job dans ce pays, y compris dans la profession. Mais je regrette, encore une fois, ce manque de sérieux. Aujourd'hui, revoyez des reportages de l'époque, parce qu'il y a plein de choses quand même qui ont été documentées. C'est sur YouTube. Il y a des dates précises auxquelles on dit que le cimetière, par exemple, de Cameroun avait été évacué. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On ne le sait pas, mais des dates précises sont données dans des reportages. Et on nous dit, à telle date, les corps ont disparu des morgues. Il se trouve, curieusement, qu'à la même date, au soir, comment on les appelle, ces gens-là qui s'occupent des cimetières et tout, ont été évacués de tel ou de tel cimetière par des militaires. Pour quelle raison? Donc, mais comment depuis au moins 13 ans, tout ça c'est sûr, et personne ne va creuser, ne cherche à creuser. Est-ce qu'on nous fait un procès pour trouver des coupables, pour que cette histoire-là, on l'efface définitivement? Et dans ce cas-là, les vrais coupables ou de vrais coupables pourraient échapper à la justice. Et dans ce cas, on n'est pas garanti contre une répétition, même si c'est à moindre échelle. Oui. Pourquoi il y a eu des charniers à Zérékoré? C'est parce qu'on n'a jamais puni les massacres du 28 septembre. Pourquoi on continue en Guinée à avoir la gâchette facile? Pourquoi des gamins continuent de tomber en Guinée? Parce qu'on n'a jamais sanctionné les massacres du 28 septembre. Et les massacres du 28 septembre, n'oubliez pas, ça a eu lieu. Et ça n'a pas commencé parce en 2009. Que le 22 janvier, parce que les massacres du 22 janvier 2007 n'ont pas été sanctionnés. Ceci aussi a eu lieu parce que des crimes de 85 n'ont pas été sanctionnés. Et on remontera comme ça
Yero, pas à 58, juste après pas à 58, mais on remontera comme ça jusqu'à 1946. Après la création des premiers partis en Guinée, notamment PDG et ainsi de suite, lorsqu'on se battait dans le cadre de la loi cadre, et ensuite, même pour l'indépendance, 56, 57, 58, on vous parlera de certains noms, dont les fils même sont devenus, après, de grandes personnalités dans ce pays. Mais des gens à Kaloum, qui étaient à la tête de bandes de jeunes, c'est pas aujourd'hui que les phénomènes de bandes de jeunes ont commencé. Mais on l'a dit que la Guinée a une histoire de violence. À un moment donné, arrêtons, faisons une césure avec l'histoire, arrêtons-nous, regardons derrière, décidons d'appuyer sur cette plaie-là, d'en extraire tout ce qu'il y a comme putréfaction et de soigner. Ça sera dur, mais il faut le faire. Ce procès ne doit pas être galvaudé. On ne doit pas en faire une foire. Il faudrait de la rigueur dans la recherche des preuves. Jusqu'à présent, ce que je suis en train de voir, c'est accusation contre accusation. Je suis pressé de voir le moment où des documents vont sortir. Jusqu'à présent, je trouve qu'il y a beaucoup de légèreté. C'est tel et tel qui accuse un tel. Lui aussi, à son tour, accuse d'autres. Il y a trop de théories de complot, de théories liées à l'ethnie et ainsi de suite. On va y arriver, présent, certainement. On va y arriver. Hier, ça fait déjà des mois. Au moment où on peut brandir, il faut forcément brandir des faits concrets, des documents. En y arrivant que la vérité ne soit pas dissimulée. On nous a dit à l'entame du procès qu'il y avait des vidéos, qu'il y avait des documents qui devraient être divulgués. Oui. Mais pendant ce temps, les opinions sont en train d'être formatées, d'être manipulées, d'être manipulées. Les opinions ne sont pas la justice là. Non, effectivement, mais Madame Yero, l'opinion publique n'est pas la justice. Le regard comportera. Le regard comportera sur la décision. Je vais te dire pourquoi. Le but de ce procès, l'un des buts, c'est pas simplement de rendre justice aux victimes. L'un des buts, c'est la pédagogie. Bien évidemment. Voilà pourquoi l'opinion, c'est important. Ce qu'on va faire de l'opinion. Vous ne pourrez pas comprenez-moi. Le problème, si vous ne nous écoutez pas, vous ne comprenez pas. Vous ne nous comprendrez pas. C'est que mon rêve est qu'à la fin de ce procès, qu'il n'y ait pas d'interprétation autour des condamnations. Mais c'est le rêve de tout Guinéen. Oui. Mais ça, on ne peut pas échapper à ça. On ne peut même pas échapper à ça. On peut même pas échapper à ça, Mara. Je dis encore une fois que c'est loin d'être parfait. On est en train d'écouter des gens sur la base de témoins ou d'auditions qui ont été parfois menés de manière cavalière. On ne peut pas ne pas dénoncer ça. C'est pas parfait. Vous pouvez le dénoncer, je pense que Mara, il faut être strictement rigoureux. Il ne faut pas aller trop vite. Vous pensez qu'ils ne sont pas rigoureux? Je pense qu'il faut un peu plus de patience. Certes, il faut alerter, mais il faut un peu plus de patience. Excusez-moi. Voir ne pas aller plus vite à besoin. Jusqu'à présent, vous ne m'écoutez pas. Je parle d'éléments comme nous avons déjà eu. Je ne m'exprime pas sur les événements à venir. Les gens sont interrogés sur la base de PV d'audition. Prenez le temps de les lire. Prenez le temps, vous-même, de lire ces PV. Prenez le temps de lire les PV, d'écouter les questions des avocats. Vous-même, parfois, vous êtes irrité contre certains avocats à cause de la légèreté des questions. Mon problème est là. Je n'ai pas envie qu'un seul innocent dans cette histoire-là soit condamné. Mais mon envie la plus folle est que pas un seul coupable n'échappe à cette histoire. C'est l'espoir de parce tous que les Guinéens, ce qui s'est passé assombrit. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas être plus pressé qu'un juge. Il faut exiger de la rigueur. C'est une mise en garde. Vous pensez qu'il n'y a pas de rigueur? À quel niveau? Vous parlez de rigueur à quel niveau? Le procès qui se tient là, il n'y a pas de sérieux, il n'y a pas de rigueur. Tu ne m'écoutes pas jusqu'à présent. Je te parle d'éléments sur la base desquels le procès est mené. Les PV, jusqu'à présent, vous avez entendu quelqu'un, par exemple, quand des PV sont remis en cause, vous avez entendu parfois quelqu'un demander son annulation ou bien des annulations de PV. Vous avez entendu parler? Je vous rappelle par exemple le cas de le monsieur là, qui avait été relaxé récemment, ensuite il y a eu appel. Le commandant de la gendarmerie régionale. Bienvenue Lama. Quand ils ont évoqué ça, vous avez écouté les avocats? PV sur papier volant. Mené, vous savez par qui? Par 2 substituts de procureur. Alors que ce n'est pas leur boulot. En l'absence de tout greffier. Et on a osé prendre par... Voilà un élément. On prend ça, on met dans une procédure. Ça va
devant la décision, le PV est contesté, mais c'est annulé immédiatement. Mais il n'y a eu aucune poursuite. Et oui, donc je parle de ce type d'éléments. On va parler d'un autre cas tout à l'heure. Il y a 4 autres personnes qui viennent d'être relaxées également par la chambre de contrôle de l'instruction qui dit non, il y a eu prescription, mais la manière dont les choses ont été, les uns disent il y a eu prescription, l'autre dit il n'y a pas eu prescription. Mais la procédure elle-même, bizarrement, on se trouve que c'est vicié. C'est de ces choses-là que je parle. Je dis qu'il faut le faire avec de la sérénité, moins de passion. On sent de la passion. Ça m'inquiète. Aujourd'hui, il faut préserver les victimes. Moi, je n'aurais même pas accepté hier. J'aurais conseillé à la dame de témoigner comme l'ont fait les autres à huis clos. Bah, vous ne pouvez pas l'empêcher de témoigner à visage découvert. Voilà, c'est votre point de vue. Vous avez entendu dire qu'il fallait l'empêcher? Non, mais quand vous dites si ça ne tenait qu'à vous, j'ai dit vous si n'êtes pas au j'étais son tribunal. avocat à son conseil, je l'aurais. Pourquoi? Si vous avez écouté la suite, j'ai dit parce que je sens qu'elle n'a même pas tout dit. Bien, Mohamed Mara, on est malheureusement. L'a empêché de dire des choses. La pudeur de la femme. La pudeur de la femme l'a empêché de dire des choses d'une certaine manière hier. On sent qu'il y a encore des choses qu'elle a à dire. Et il faut faire en sorte qu'elle dise tout, sans qu'elle ne soit effrayée. Sans qu'on ne porte atteinte à sa vie privée. Maintenant, voilà de quoi je parle. Voilà. Voilà, le moteur est allumé. Mohamed Mara, on ne peut pas le canaliser ici dans le studio quand il veut vraiment s'y mettre. Voilà comment nous allons à nos obligations commerciales. Nous reviendrons bien évidemment sur le procès du 28 septembre, mais sur un tout autre pan. Merci de votre fidélité. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.